Arrêtez, ça me gêne. Alors, il y a certaines jungles qu'on se plaît à regarder à la télé, genre dans The Island ou koh. Mais il y en a d'autres qui divisent beaucoup plus. Oui, parce que quand les migrants sont bloqués à Calais, on parle de jungle. Jungle? Seriously? La jungle, on sait tout ce que c'est. C'est une forêt tropicale avec plein d'animaux sauvages et indomptables, des plantes exotiques mortelles et des aborigènes qui te visent à la sarbacane, quoi. Alors, c'est pas un endroit fait pour vivre, c'est fait pour survivre. Du coup, la jungle de Calais, que vous avez vu dans tous les JT, c'est près de 6000 migrants bloqués près de la frontière anglaise, à quelques kilomètres du centre-ville de Calais. Et si on en parle autant en ce moment, c'est suite à l'accélération des décisions de justice entraînant l'évacuation d'une partie du camp et sa destruction au tractopelle. Mais avant qu'on rentre dans le détail, c'est important qu'on se pose et qu'on explique ce que c'est que cette jungle et pourquoi elle existe. Alors déjà, on peut la voir simplement comme un camp de migrants et réfugiés qui s'est installé au fur et à mesure à proximité de la ville de Calais. Et ça date pas d'hier, hein, sauf si vous regardez cette vidéo en 1999, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu en fait un afflux de personnes provenant du Kosovo en guerre et qu'on a créé un centre d'accueil à Sangatte, une commune qui est à côté de Calais. Du coup, l'État y a réquisitionné un hangar de 27 000 m² appartenant à Eurotunnel et la gestion du centre a été confiée à la Croix-Rouge. L'idée, c'est que les migrants puissent attendre dans le hangar le temps qu'on leur donne les autorisations nécessaires. Sauf que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir une autorisation, donc ça a bloqué, et on se retrouve à 1800 personnes dans un centre prévu pour accueillir 800 personnes. Imaginez la crise du logement à Paris, sauf qu'il n'y a pas de logement et que c'est pas à Paris. Voilà. Pour vous donner une idée, en 3 ans, Sangatte a vu passer près de 68 000 migrants. Il y a du passage, et ça dure jusque 2002. Après, on ferme le centre de Sangatte et on le détruit, parce qu'on a enfin trouvé une solution, et donc il n'y avait plus besoin du centre. Voilà, enfin, c'est ce que j'aurais aimé dire, mais non, les politiques l'ont juste détruit pour le symbole. En réalité, la fermeture du centre a laissé place à ce que l'on appelle la jungle de Calais. Donc depuis la création du camp, le problème n'a jamais été réglé. Ça a juste changé de nom, ce qui fait que ça a embrouillé l'opinion publique. C'est le retour des réfugiés en masse qui est nouveau. Par contre, il y a une question que tout le monde se pose, c'est on a du Saint-Tropez, du Quiberon, des putains de stations de ski et Paris-Plage. Pourquoi ils vont tous à Calais, quoi? En fait, attention spoiler, ils sont pas là pour prendre du bon temps. Eux, ils veulent aller en Angleterre. 46% des migrants calaisiens ont déclaré avoir suivi les conseils de leur communauté dans ce choix de destination. Et 38% ont un membre de leur famille installé en Angleterre. Donc oui, en gros, le Royaume-Uni attire beaucoup plus les migrants que la France. Ils ont de la famille là-bas, ils parlent anglais, c'est plus simple d'y trouver un job. Du coup, ils n'ont pas pour but de s'intégrer en France. C'est une partie du problème aussi. Donc, on a des populations qui rentrent en Europe par plein de portes différentes et qui se retrouvent bloquées à la frontière anglaise chez nous. Alors, pour vous dresser le tableau, il y a peut-être 5350 personnes en train de faire du camping près de la mer du Nord. On est très loin d'un camp de vacances. Il faut déjà imaginer un camp entre un marais et une autoroute. Les familles sont dans des tentes. Les sanitaires n'ont de sanitaires que le nom. Et ce qui sert d'épicerie n'est là que pour les nécessités. Parce que oui, dans ces conditions, je peux concevoir que le Red Bull soit une nécessité. En plus de ce qu'on voit là, il baigne dans un environnement assez violent et à tous les niveaux. Violence policière, violence de militants d'extrême droite, violence entre migrants. La situation est complexe, et notamment pour les femmes et les enfants. Tu as plusieurs associations comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières qui ont dénoncé de graves atteintes à la santé et aux droits des femmes. Et il y a des violences multiples. Viols, prostitution, grossesse non désirée, infections sexuellement transmissibles. Et du coup, il y a des zones sanctuarisées et sécurisées qui leur sont maintenant réservées. Tu as même certains pères seuls avec leurs enfants qui les ont confiés à des mères dans ces sanctuaires afin de les préserver. On est en France, quoi. Et depuis plusieurs mois, la situation s'envenime. Les migrants s'appuient sur des réseaux de passeurs pour tenter de rejoindre l'Angleterre, sauf que les passeurs, ils sont organisés. Ils profitent de la situation et ils squattent eux aussi la zone. Les mecs développent un véritable business estimé entre 3 et 6 milliards d'euros sur l'ensemble de la zone Europe. Alors le chiffre peut paraître abstrait, mais il vous parlera peut-être mieux si je vous dis que le PIB du Monaco était de 5,32 milliards en 2014. C'est juste hallucinant. Et les mecs vont même jusque développer des filières low cost à 500 € le passage vers l'Angleterre à bord d'un camion qui leur appartient évidemment pas. Et je ne serais pas surpris que parfois ce soit eux-mêmes qui les conduisent. C'est le Ryanair un petit peu de l'immigration clandestine. Non, parce que vous avez sûrement déjà vu des images de migrants qui essaient de passer vers le Royaume-Uni en montant dans des camions, des ferries, voire même en essayant de s'introduire dans le tunnel sous la Manche. Et c'est souvent via ces réseaux de passeurs. Et c'est assez fréquent puisqu'il y a eu 30 000 tentatives d'intrusion en 10 mois d'après Eurotunnel. Et franchement, je comprends cette volonté de partir. Le problème, c'est que la jungle de Calais, c'est pas celle de Jumanji, quoi. T'en sors pas en faisant un 5 ou un 6. Les points de passage sont bloqués et la vie doit s'organiser sur place. Du coup,
inévitablement, ça impacte directement la population locale. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette situation, elle fait peser sur tout Calais et ses environs. Les chauffeurs de camions, par exemple, ils doivent vérifier chaque centimètre carré de leur camion, passer par des procédures de vérification, des douanes beaucoup plus complexes, bref. Et se retrouvent parfois confrontés à des attaques. Et ça en rend fou certains, quoi. J'aurais jamais pensé qu'un bord de route puisse avoir une si mauvaise ambiance. Et à Calais, c'est pire. C'est la vie de la population qui est directement touchée. La maire de Calais, en porte-parole, parle d'une prise d'otage des Calaisiens. Ce qui se comprend, parce que les arguments sont nombreux. Ça va du sentiment d'insécurité, l'impression d'afflux dans les hôpitaux à cause des conditions de vie dans les camps, et surtout que les gens sont à bout, quoi. Ils subissent le problème depuis 15 ans, les mecs. Alors, Calais, c'est 72 000 habitants. On parlait de 6 000 migrants tout à l'heure, c'est un peu moins de 10%. Donc bien évidemment, ça crée des tensions. Pendant ce temps-là, certains regrettent le passé de leur ville. Avant, c'était une ville joyeuse. Bon, alors une ville joyeuse, ne nous emballons pas, mais c'est vrai qu'il y a toute une population qui vivait grâce au tourisme. Aujourd'hui, les commerçants et restaurateurs sont dans une situation difficile et subissent l'image de zone de guerre perpétuellement véhiculée par les médias. Alors, en seulement quelques mois, le secteur de la restauration a diminué de 40% et les commerces de détail de 20%. C'est beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans une zone qui se sent délaissée depuis 15 ans ? Les gens essaient de prendre les choses en main et les manifestations anti- ou pro-migrants à Calais deviennent fréquentes. Comme sur cette séquence, par exemple, qui a buzzé il y a plusieurs semaines et où on voit un habitant sortir avec son fusil. Donc si on résume pour l'instant, on a des migrants et des réfugiés empaquetés qui vivent dans des conditions horribles, des Calaisiens qui sont à bout et une situation qui s'envenime et s'enlise. C'est hyper complexe. En fait, pour bien comprendre Calais, il va falloir dézoomer un peu et regarder le problème dans sa globalité. Calais, c'est une conséquence directe de la crise des migrants qui secoue l'Europe depuis des années 2010. Bien résumé ici par cette carte que je vous mets en description. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, annonce aujourd'hui que depuis janvier 2016, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe via la Méditerranée. En 2015, ce chiffre n'avait été atteint qu'en juin, alors que c'était déjà une année où on avait vécu une explosion du nombre d'arrivées. Et sur ces 100 000, il y a plus de 90% qui sont arrivés en Grèce, qui évidemment ne peut pas les accueillir. Parce que je vous rappelle que les Grecs ne sont pas au top niveau thunes et moyens d'accueil. Du coup, les proportions de ce problème, elles sont juste énormes. En fait, Calais, c'est un point de crispation autour d'une crise bien plus globale. Et cette crise globale, elle est avant tout une crise politique. L'Europe est archi-divisée sur la question. L'Allemagne, pour des raisons principalement économiques et démographiques, a choisi d'accueillir plus d'1 million de migrants avant de freiner le rythme des entrées. Et elle est favorable en plus à un système de répartition par quota. Alors que la France, par exemple, elle est contre. Il y en a d'autres, comme la Hongrie, qui ne veulent même pas entendre parler de migrants. Donc, comme il n'y a pas de décision commune, les décisions se font au niveau des différents pays et chaque décision d'un pays a des conséquences dans les pays voisins. Par exemple, en prévision de la possible évacuation d'une partie de la jungle de Calais, la Belgique a rétabli le contrôle aux frontières avec la France il y a quelques semaines. Ou encore la Macédoine, un petit pays qui fait de la salade, qui vient de décider de ne plus laisser rentrer les migrants afghans, les obligeant à rester en Grèce, créant un nouveau méga-Calais en Grèce, ce qui est beaucoup moins drôle que le jeté à Mykonos. Et c'est pour ça qu'un camp 2 fois plus grand que Calais est né à Indomeni, où s'entassent désormais plus de 11 000 migrants. C'est énorme. Et cet effet domino de frontières, il va jusqu'à la Turquie, point de passage obligé pour les migrants et réfugiés syriens notamment. Et du coup, ça bloque aussi. Et il y a aujourd'hui plus de 2 millions de Syriens, c'est-à-dire 10% de la population de la Syrie d'avant-guerre, qui vivent en Turquie et en Jordanie. Pour vous donner une idée, les camps en Jordanie, ça ressemble à ça. 80 000 Syriens dans le camp de Zaatani en Jordanie. Tu prends Calais, tu multiplies par 10, et c'est là que tu réalises que Calais à côté, c'est pas une jungle, c'est un terrain de mini-golf dans le Lot-et-Garonne. Donc moi, quand j'entends les migrants dehors ou fermons nos frontières, je trouve ça complètement déconnecté de la réalité. Calais, c'est pas nouveau, c'est un phénomène qu'on a connu, qu'on connaîtra à nouveau tant qu'il y aura des guerres à nos portes. C'est mathématique, quoi. C'est un théorème. Genre, quand tu as une guerre et que tu as une partie de la population civile qui est touchée, cette population, elle fuit son pays pour d'autres territoires où elle a des attaches. Par contre, c'est pas parce que c'est logique que c'est souhaitable, ni pour les Calaisiens, ni surtout pour les migrants qui se tapent des trajets incroyablement dangereux. Donc voilà, peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Et je prends pas trop de risques en disant que c'est ni le démantèlement des camps et le relogement des personnes concernées, ni le changement de politique de la gestion des frontières extérieures de l'UE qui, à eux seuls, vont régler ce problème de manière durable. Et la preuve, c'est que, à peine une partie de la jungle évacuée, un autre camp vient d'être ouvert à Grande-Synthe. Pour l'anecdote, il avait une capacité de 1500 personnes et il était complet en une semaine. Voilà. Donc on a une situation qui n'est pas souhaitable et aucune solution simple.
Eh bien, pour trouver des pistes, c'est tout bête, on va reprendre certains de nos problèmes. Déjà, celui des passeurs, qui à mon sens est assez grave, puisque indirectement, ils alimentent cet afflux, vu que c'est dans leur intérêt que les gens aient la volonté d'aller en Angleterre. Du coup, si on arrive à démanteler les réseaux de passeurs, on atténue le phénomène qu'on observe à Calais. De la même manière, il faut sensibiliser les migrants à la réalité de Calais et la réalité de la frontière anglaise. Parce qu'il y a de nombreux migrants qui regrettent d'être venus et veulent rentrer chez eux. Ça, c'est aussi un vrai problème, l'information. Ensuite, un autre souci, c'est la mésentente européenne. Il faudrait que les pays d'Europe calment leurs égos nationaux respectifs pour mettre en place une réponse plus coordonnée. Parce que pour l'instant, l'Europe arrive à se mettre d'accord uniquement pour aller demander à la Turquie de retenir les migrants, en échange d'aides financières et autres concessions en tout genre. Voilà. Donc, pour tout le reste, l'Europe se déchire. Pourtant, répartir quelques millions de personnes au sein d'une Europe qui compte plus de 500 millions d'habitants, ça semble pas être hallucinant. Et c'est hyper dommage, parce que l'Europe, c'est fait pour des problèmes comme ça. Hein, c'est sur ce genre de truc qu'on l'attend. Alors, non seulement l'Europe ne prend pas cette direction, mais en plus, elle prend la direction contraire, en se fracturant plus que jamais sur des questions identitaires. Genre en s'occupant comme elle peut avec des Brexit, c'est le fait que la Grande-Bretagne sort de l'Europe, ou la crise de l'euro, les sanctions contre la Russie, entre autres. Enfin bref, autant de sujets qui divisent les opinions politiques et font monter les extrêmes, affaiblissant les démocraties européennes en les empêchant de parler d'une voix forte. Le problème de Calais, il n'a pas de chance. Hein. C'est un problème qui s'étend sur des dizaines d'années, qui est assez local. Tous les ingrédients sont là pour que les gens l'oublient. S'il y a une vraie solution, elle est bien à l'extérieur de Calais. Et elle est dans la paix. Hein. Calais nous fait prendre conscience que nous vivons dans un monde globalisé, même au niveau migratoire, malgré les frontières apparentes. Et ce qui se passe dans un pays à l'autre bout du monde, ça peut avoir des répercussions sur un village au nord de la France. Ces problèmes-là, ils devraient nous concerner davantage, avant que ça prenne l'ampleur qu'on voit là. Parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où de plus en plus, jusque dans les faits, le problème des autres, c'est notre problème aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Big up aux associations qui sont sur Calais même et qui font un taf formidable. Je voulais remercier aussi les tipeurs qui soutiennent le projet. Vous pouvez vous aussi soutenir le projet sur tipeee.com/SiriusNorth. Merci de me suivre sur Facebook, facebook.com/SiriusNorth, Twitter, twitter.com/SiriusNorth et Snapchat. Love, peace.